Ok, salut à tous et bon retour sur la page du Café Breton. Je ne sais pas si je m'adresse à vous ou à vous. Oh, c'est tout important d'enregistrer. Ok, donc je vais m'adresser à vous. Tout important d'enregistrer. Ok, donc je vais m'adresser à vous et je vais aussi m'adresser à vous. Donc, voilà, salut et bon retour sur la page du Café Breton. Et aujourd'hui, nous allons avoir une lecture indépendante détachée dans laquelle nous allons discuter les principes de géophysique électrique et voir dans quelle mesure est-ce que ces principes peuvent être utilisés en agriculture. Ouh là là, mon col est détonné, je sais pas. Voilà, désolé. On va voir comment est-ce que ces principes peuvent être utilisés en agriculture et aussi on va de façon euh, superficielle discuter l'usage de ces méthodes-là dans des domaines euh, dans le domaine environnemental. Je pense qu'on va surtout s'appesantir sur la stabilité des structures. Sans trop tarder, je vais partager mon écran avec vous afin que vous puissiez euh, voir de quoi je parle au fur et à mesure que nous évoluons. Ok. Alors, si je dois de façon générale regrouper tout ce qui concerne la géophysique électrique, je vous dirais que la géophysique électrique, c'est l'usage des propriétés électriques des matériaux pour essayer de distinguer les formes et géométries de ce qui se trouve en dessous de la surface. De façon résumée, c'est un peu ça. Parce que, euh, par exemple, le contraste en résistivité est utilisé pour voir les limites entre différentes couches et différentes formations. Le contraste de conductivité électrique est utilisé pour voir les différents groupements, alors les différentes zones de la région du sol qui ont une forte concentration en métaux lourds. Euh, les différentes propriétés de la permittivité électrique sont utilisées pour faire un contraste entre les zones qui ont une, euh, une humidité plus élevée et les zones qui ont une faible humidité. Et j'en passe. Donc on peut dire qu'il y a tellement d'applications, mais voilà. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est principalement, on va couvrir de façon résumée ce que c'est que ces méthodes-là. Et on va de façon résumée aussi parler de ce qu'on peut faire de ces méthodes-là en agriculture et ce qu'on peut faire de ces méthodes-là en environnement quand on veut étudier par exemple la stabilité des structures. Je pense que c'est un sujet de l'environnement, mais d'autres personnes diront que c'est beaucoup plus un sujet de la géotechnique. Mais je vais dire que géotechnique et environnement, vraiment, c'est des domaines qui sont intimement liés parce que vous construisez vos édifices, vous construisez vos édifices et disons, vos bâtiments et autres en tenant compte de certaines normes et de certaines lois en rigueur euh, environnementalement parlant. Donc, les méthodes électriques, de quoi est-ce qu'il s'agit? Je vais commencer ici directement par les méthodes qui touchent la résistivité parce que en géophysique, la résistivité compte pour beaucoup dans le contraste que l'on peut observer pour différents matériaux. La résistivité joue beaucoup. Bon, disons résistivité ou conductivité, c'est la même chose. La conductivité, c'est l'inverse de la résistivité. Alors, pour ceux qui sont euh, apprenants et qui sont nouveaux apprenants, pour ceux qui débutent avec la géophysique, la résistivité et la résistance, c'est la même chose à un facteur près. Ce facteur, c'est ce qu'on appelle le facteur géométrique, qui tient compte de la géométrie du corps qui est traversé par le courant. La résistivité, c'est la capacité qu'a un corps à résister au passage du courant. Mais vous savez que c'est comme ça qu'on définit aussi la résistance.
Et donc, du coup, on se dit, c'est quoi la différence entre la résistance et la résistivité? Allez, pam, 8-1, vous avez la différence entre la résistance et la résistivité. De 8-1 vous donne directement la résistance, R étant la résistivité, L la longueur du corps et A la section du corps. Donc ça, ça ce sont les facteurs géométriques en fait. Donc on a une résistance, on applique un facteur géométrique et on obtient la résistivité. Simple. Alors, comment est-ce que la résistivité est utilisée en géophysique généralement? Je prends deux corps. Imaginons, on a ce diagramme-ci sur la figure 1 et on a R qui est uniforme initialement. Je fais passer le courant. Je vais avoir la même valeur de R sur le long de L. Donc, tout au long de L, je vais avoir la même valeur de R. Comment est-ce qu'on utilise la résistivité en géophysique? Imaginez maintenant que au lieu d'avoir un seul corps comme celui-ci, vous avez deux corps. Vous avez un qui est au-dessus de l'autre, deux, deux valeurs de résistance différentes ou alors résistivité différentes. Alors, quand vous allez passer le courant sur votre bloc modèle, la résistance mesurée à une certaine profondeur va changer lorsque vous traversez le premier corps pour aller vers le deuxième corps. Et la géophysique vous permet donc de distinguer, puisque les résistances vont changer, si jamais il est possible pour vous de visualiser ces résistances-là en termes de valeur ou alors en termes de couleur. Disons, le premier corps, la résistance est 50 et pour 50, on dit dans un programme multinumérique que tout au long de cette géométrie, quand la résistance est égale à 50, je veux une coloration noire. Dès qu'on quitte de 50 pour 25, je veux une coloration blanche. Vous allez donc voir, en fonction de votre configuration, en fonction de comment est-ce que vous avez disposé vos électrodes sur le terrain, vous allez avoir ce contraste-là. Parce que la géophysique vous aura permis de mesurer la difficulté que le courant a à traverser ces différents corps. Ce ne sera pas la même difficulté et du coup, ça ne va pas être la même résistivité, la même résistance. Donc voilà comment est-ce que la résistivité est utilisée. Maintenant, à quoi est-ce que cela vous est utile? il y a, il y a plusieurs applications, je vais dire. Dans le secteur minier principalement, il y a plusieurs applications. La recherche de métaux, la recherche de l'eau. Il y a tellement d'applications, mais en agriculture, comment est-ce que cela peut vous être utile? Souvenez-vous que la résistivité est une propriété euh, connectée au passage du courant. Ça veut dire quoi? La résistivité va dépendre de certains facteurs qui sont, par exemple, le contenu en eau ou alors l'humidité, le la fraction des vides ou alors la porosité. Donc, si je vais dire quand je dis fraction des vides, je ne parle pas seulement de porosité parce que même les fractures aussi sont inclus dans la fraction des vides. Ça va dépendre aussi de la nature du matériau. Est-ce que ce matériau, par exemple, est un matériau dans lequel on a des chargeurs ou bien des porteurs libres? Puisque des porteurs libres impliquent qu'il peut y avoir déplacement de particules ou alors de charges porteuses et le déplacement de charges porteuses va favoriser le courant. Ça veut dire que moins on a de charges porteuses, plus on résiste au courant et on peut utiliser dans la résistivité ou alors les propriétés de résistivité pour établir une cartographie de ce contraste-là entre le contenu en porteur libre. Focalisons-nous sur cette partie-là parce que c'est là où l'agriculture vient en jeu. Ces porteurs libres sont des charges, n'est-ce pas? Ce sont des éléments qui, on va dire, prenons le cas du fer. Le fer est un bon conducteur. Imaginons dans notre esprit des métaux qui ont la propriété du fer en termes de conductivité. Et imaginons dans notre esprit aussi des métaux qui ont l'anti-propriété du fer en termes de conductivité. Alors, si vous imaginez le sol de façon naturelle, le sol a des éléments, naturellement parlant, le sol a sa composition. Et ça va changer, bien évidemment, de région en région, dans le Cameroun, et de période, de saison de l'année en saison de l'année. En période de pluie, vous avez une composition du sol qui n'est pas nécessairement la même qu'en période sèche. Pour, par exemple, une raison, en cette période de pluie, il y a les eaux de lessivage qui transportent certains matériaux, certains sédiments d'un point A vers un point B. Ça veut dire que
Pendant la saison de pluie, la composition chimique du sol est en pleine transition. Peut-être pas, peut-être pas une très grande transition, mais si vous faites des mesures, vous allez voir que les teneurs sont en pleine transition à cause de tout ça, tout ce jeu dynamique qui se passe avec euh, l'eau et avec tout ce qui se passe dans le sol lorsque l'eau est présente dans le système. Et en saison sèche, le régime transitoire va chuter peu à peu jusqu'à atteindre un certain régime qu'on va appeler, qu'on va qualifier de régime stable. Du coup, en saison sèche, lorsque les pluies ont cessé, lorsqu'il y a moins d'eau de surface qui sont en train de se déplacer, on fait une mesure, on fait l'échantillonnage de sol et on fait un échantillonnage de sol à la saison sèche précédente. Il y a de fortes chances que les concentrations vont changer. Peut-être pas les groupements ou bien les associations des métaux, mais les concentrations vont changer. Pourquoi est-ce que on se focalise sur ces métaux et ces charges, ces porteurs de charges? On se focalise sur eux parce que les groupements naturels, les associations naturelles de métaux qu'on a dans un sol sont ce qu'on utilise pour décrire ce sol. Lorsqu'il y a un groupement, alors une association de métaux étrangère, il y a un groupement étranger ou alors une association étrangère qui vient s'ajouter à ce qu'on avait naturellement, on a une anomalie. Une anomalie ne signifie pas que c'est nécessairement dangereux pour l'activité, l'agriculture. Une anomalie signifie juste que ce n'est pas ce qui était là avant et il faut étudier les raisons pour lesquelles ça se trouve là et si jamais est-ce que ça pose problème à l'agriculture que nous devons conduire, que nous sommes en train de conduire ou de mener. Alors, vous faites comment pour étudier cela? Vous pouvez passer d'abord par les méthodes électriques parce que les méthodes électriques vont donc vous permettre de détecter ces zones-là où il y a des concentrations anormales. Peut-être il y a une conductivité plus forte que la normale ou alors une résistivité plus forte que la normale et vice-versa, conductivité plus faible que la normale ou alors résistivité plus faible que la normale. Et par la suite, vous faites des analyses d'échantillons dans ces zones-là pour savoir ce qui s'est ajouté. Mais pour savoir ce qui s'est ajouté, il va falloir que vous ayez une connaissance de ce qui était là avant. Alors, pourquoi est-ce que on veut utiliser la géophysique pour avoir ces éléments-là? Imaginez-vous un instant que vous voulez savoir, euh, vous avez un champ et vous voulez savoir dans votre champ quelle est la zone qui a eu peut-être un changement de conductivité important à cause peut-être, je ne sais pas, de la présence d'un sel qui n'est pas normal. Quand je parle de sel ici, je parle de métaux, je parle d'éléments chimiques. Je ne parle pas du- je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ce que vous savez là. Ok. Si vous devez faire l'échantillonnage de sol, imaginez vous avez une très grande superficie. Pour avoir une bonne idée de ce que vous devez, pour avoir une bonne idée de ce que vous avez sur votre très grande superficie, il va vous falloir un bon nombre d'échantillons. Ce qui signifie il va vous falloir un bon nombre de. Il va vous falloir préparer une bonne somme d'argent d'abord. Parce que je pense que faire une analyse complète d'un sol, d'un échantillon de sol, c'est coûteux. Et par, par position où vous devez prélever votre sol, il va vous falloir une certaine représentativité. Je ne peux pas juste prélever un échantillon dans une superficie d'un mètre carré et dire que le sol là est représentatif d'un mètre carré. Vous voyez un peu. Je peux faire 4 prélèvements et maintenant je vais prélever jusqu'à quelle profondeur. Est-ce que je suis en train d'étudier aussi la façon dont ça charge quand on part en profondeur? Vous voyez un peu. Donc, toutes ces questions-là, maintenant, vous voyez le temps d'opération, le coût d'opération, et vous voyez c'est la difficulté à interpréter parfois ces résultats à cause de l'analyse qui a été faite, pendant laquelle vous n'êtes pas toujours présent, fait que l'exercice devient complexe. La complexité de l'exercice peut être réduite en implémentant une simple méthode géophysique comme les tomographies électriques et les tomographies d'électricité pour voir quelles sont les zones où on a de fortes résistivités et les zones où on a de faibles résistivités. Souvenez-vous que les porteurs de charge contrôlent le niveau de résistivité et le niveau de conductivité. Ça veut dire que les éléments chimiques qui sont présents dans votre sol
qui sont votre intérêt quand vous faites l'échantillonnage de sol seront ces mêmes éléments-là qui vont contrôler le contraste de résistivité et de conductivité. Vous allez même voir dans la prochaine lecture que nous allons faire que ce n'est pas juste la résistivité qu'on peut utiliser, mais on peut aussi utiliser la chargeabilité, combiner la résistivité pour analyser ces éléments-là. Alors, nous allons nous arrêter ici pour cette séance et je vous donne rendez-vous à la prochaine séance où nous allons parler une autre méthode. J'espère que ce sera la chargeabilité parce que je pense qu'après la résistivité, c'est la chargeabilité. Ensuite, nous allons aussi parler de l'induction électromécanique, comment est-ce que ça peut être utilisé en agriculture. Et nous allons aussi parler de la prospection radar et comment est-ce que ça peut aussi être utilisé en agriculture. Tout cela, nous allons le faire et dans les prochaines séances, nous allons revenir sur les outils numériques que nous pouvons utiliser, sur les données que nous collectons pour pouvoir mener ces études-là et savoir comment est-ce qu'on interprète les résultats que nous avons obtenus. Donc, d'ici là, je vous souhaite bon week-end, si c'est le week-end de votre côté. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur la page du Café Banto. Ciao. Vous aussi, ciao.